Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point sur le dossier absolument rocambolesque qui concerne Lionel Messi attendu dans la capitale française aujourd'hui ce dimanche à l'heure où j'enregistre cette vidéo, soit 2 minutes après la fin de sa conférence de presse au Camp Nou. Information du journal L'Équipe qui annonce que le joueur argentin va arriver dans la capitale française aujourd'hui. Il pourrait passer sa visite médicale ce soir dans la soirée ou demain matin lundi très tôt. Voilà, une dernière réunion va sceller l'accord. Je crois qu'il reste les commissions pour le père de Lionel Messi à régler. Salaire de 25 millions d'euros hors bonus, 35 millions d'euros avec bonus et en net par an pour Lionel Messi au PSG. Contrat de 2 ans plus 1 année en option et évidemment on attend une présentation en grande pompe. Voilà pour le petit point sur les informations. On va aussi s'arrêter quand même sur cette conférence de presse. En tant que supporter parisien, on est excité de son arrivée, on est impatient, mais tout ça ne peut pas nous laisser insensibles, indifférents aux larmes de Lionel Messi et à l'émotion qui a caractérisé cette conférence de presse très prenante, qu'on soit supporter du FC Barcelone ou fan de foot. Je pense que tout le monde a été pris par les sentiments et tout ce qui a été dégagé de cette conférence de presse. Lionel Messi qui a parlé de sa relation avec le FC Barcelone, bien sûr, la longévité. C'est une incroyable histoire, une incroyable page du foot qui se referme aujourd'hui. La longévité, la solidité aussi des relations entre Lionel Messi et le FC Barcelone, et même au-delà de la dimension Messi-Barcelone et tout ça, je trouve qu'on ne réassistera pas avant très longtemps à une scène comme ça, et surtout à un amour réciproque rempli de loyauté, d'authenticité aussi, parce qu'on a beau tout dire, on a beau parler d'argent, de business et tout ça, c'était avant tout une relation très authentique entre Lionel Messi et son club de cœur, le FC Barcelone bien sûr, on va pas se mentir, on va pas se voiler la face. Donc voilà, je pense que peu importe l'échelle, que ce soit Ligue 1, Ligue des Champions, le meilleur joueur de l'histoire du foot, Ligue 2 nationale, c'est des relations quand même qui se font de moins en moins dans le foot. Voilà pour la dimension Lionel Messi. Concernant le PSG, évidemment qu'il y a eu une question, évidemment qu'il y a répondu, il a affirmé que le club parisien était une possibilité mais que rien n'était bouclé, qu'il y avait pas mal de clubs intéressés qui avaient manifesté leurs intérêts, qu'il avait appelé après le communiqué du FC Barcelone. Bien sûr, ici, pas de quoi s'affoler, voilà, il était au Camp Nou, il était là-bas pour soigner sa sortie, sa communication évidemment, et puis aussi faire parler son cœur tout simplement. Donc on pouvait pas s'attendre à ce que Lionel Messi annonce que tout était bouclé, et aussi parce que c'est du ressort du club parisien, voilà, d'officialiser tout ça, de faire ça très soigneusement, et en grande pompe. Voilà, concernant le PSG, le but de cette vidéo, il va être un peu tactique. C'est vrai qu'on parle de marketing, d'image pour Doha et tout ça, mais il y a aussi pour Mauricio Pochettino une question tactique, et surtout un casse-tête énorme pour l'entraîneur parisien qui doit évidemment se réjouir de l'arrivée de Lionel Messi, mais qui sait très bien que tout ça va engranger de nombreux enjeux absolument énormes pour l'équilibre, la structure, le dispositif tactique. C'est là-dessus qu'on va axer la vidéo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais m'arrêter sur une information de Fabrizio Romano qui est sortie entre les deux prises là que je fais. Jorge Messi va bientôt arriver à Paris pour finaliser l'arrivée de son fils, la visite médicale, ensuite la signature, ça va se faire. Je cite Fabrizio Romano en live sur Twitch, oui, le PSG va recruter Messi. On ne fait plus clair évidemment, alors c'est parti maintenant, place au terrain avec le PSG qui va se retrouver avec une équipe de Galactique. Je pense qu'un peu plus tard cette semaine on va se poser la question du mercato du PSG. Est-ce qu'il fait le meilleur mercato de l'RQSI, un des meilleurs mercatos de l'histoire du foot tout simplement en recrutant Lionel Messi? Bon, je pense qu'on peut déjà tirer une première conclusion, ce mercato est clôturé, donc en l'état, le PSG va se retrouver avec un effectif très garni bien évidemment. La priorité à renforcer, on va dire, le maillon faible de cet effectif restera, je pense, le poste de latéral gauche. Allez, en balance avec le milieu de terrain, puisque c'est assez flou à ce poste-là, il va y avoir des choix très très forts, mais au poste de latéral gauche, il y a une certitude, on part avec un déficit. Les inconnus que Juan Bernat va entraîner, d'abord parce qu'il s'il revient, ce ne sera pas avant le mois de septembre. On sait tous que quand tu sors des croisés, quand tu t'es fait 12 mois sans jouer, avant de retrouver la forme optimale de Juan Bernat, et encore, si on la retrouve, dans l'espoir de la retrouver, ce serait pas avant le printemps 2022 disons, et encore, je pense qu'on est assez gentil quand on dit ça. Bref, devant on va se retrouver avec Neymar, Mbappé, Icardi, Lionel Messi et Di Maria. On pourrait inclure Draxler qui encore une fois a été fantomatique hier soir contre 3. Ça va être compliqué au niveau de l'animation et pour moi il y a plein d'enjeux. Alors le premier d'entre eux, ça tout le monde l'a identifié, c'est l'équilibre du bloc. Parce que Lionel Messi ne défend pas ou plus, voilà, mais au-delà du fait qu'il ne défende pas, il presse pas. Ça aussi c'est très très important à prendre en compte.
À ses côtés, il y a Kylian Mbappé qui est difficile à motiver dans ce secteur-là, évidemment qu'il bouge pas beaucoup, que ce soit dans les matchs qu'on peut qualifier de petits ou les grosses échéances. C'est vrai que Kylian Mbappé ne se replie pas beaucoup, fait pas beaucoup d'efforts, ne court pas beaucoup, avale pas assez de kilomètres. À mon goût, je pense, mais d'un autre côté, la nuance qu'on peut poser là-dessus, c'est que ça fait partie de son jeu. Kylian Mbappé est un joueur qui est sur le terrain avant tout pour maintenir la ligne de défense adverse le plus bas possible. On l'a vu lorsqu'il est revenu de blessure l'été dernier lors du Final 8 contre l'Atalanta ou Leipzig, c'est l'exemple parfait en demi-finale de Ligue des Champions. La première des missions de Kylian Mbappé, rien que sa présence, assure au PSG que la ligne de défense adverse sera 15-20 mètres plus basse que si Kylian Mbappé n'était pas sur le terrain, bien évidemment. Donc décrocher nuirait à cette mission et nuirait aussi tout simplement à son explosivité, à ses appels, à ses capacités de perforation, que ce soit sans ballon, par les appels comme je l'ai dit, ou avec ballon, sa conduite de balle, ses capacités d'élimination, et puis son sang-froid qu'il caractérise maintenant. Depuis 6 mois, il a pas mal progressé au niveau de sa finition, que ce soit dans la surface ou hors surface. Bref, Kylian Mbappé est très complet. Je pense qu'on peut l'excuser là-dessus. Maintenant, quelle place lui donner sur le terrain avec Lionel Messi et Neymar? Neymar justement qui lui, alors dans les petits matchs il défend pas, bon d'un autre côté c'est un peu logique on va dire, et évidemment d'un point de vue tactique il y aura la dimension du championnat national et des matchs de Ligue des Champions, ça va être un gros problème pour le PSG avec cette attaque absolument fantastique, mais dans les grands matchs, Neymar il est toujours là, il répond toujours présent, il avale les kilomètres, je crois que c'est même un des Parisiens qui avale le plus de kilomètres dans les grosses échéances. Donc je pense pas que Neymar soit un problème au niveau de l'équilibre du bloc, parce que comme je l'ai dit, c'est ici que je voudrais introduire ce point. Évidemment que le PSG en Ligue 1 ne sera pas le même PSG qu'en Ligue des Champions. En tout point de vue d'abord, parce que Hakimi par exemple aura beaucoup plus de liberté, parce que contre une équipe de milieu de tableau, tu peux te présenter avec Messi, Di Maria, Mbappé et Neymar sur la feuille de match, sur le terrain bien évidemment contre les bus. Bien sûr qu'en Ligue 1 aussi va se poser la question de l'exigence, le PSG n'aura plus le droit de faire de matchs nuls, de défaites, là ça va être un truc de fou. Et puis en Ligue des Champions, face à une équipe qui va évidemment mettre un peu plus d'intensité, te presser, essayer d'avoir le ballon face à toi, il va falloir renforcer ton entrejeu et puis éviter d'avoir une équipe coupée en deux. Voilà, Lionel Messi, je suis pas sûr qu'on puisse lui demander de redescendre, de se réinventer comme ça, il a bien sûr évolué dans son jeu au fil du temps, il a pris de l'âge, c'est normal aussi quelque part qu'il soit un peu moins investi dans les replis, vu ce qu'il apporte à la création et à la récupération, mais dans tous les cas, il y a aussi une autre dimension à prendre en compte qui est mentale, je pense, parce que Messi va changer d'air, peut-être que ça va être difficile pour lui et sa famille au début, ça c'est pas à exclure, mais dans tous les cas, il va quitter la zone de confort qui était le FC Barcelone, ça dans son, on va dire, éternel débat, éternelle rivalité avec Cristiano Ronaldo, ça va être quelque chose de très excitant. Beaucoup lui reprochaient le fait qu'il ne quitte pas le FC Barcelone, qu'il reste dans une certaine zone de confort, dans un fauteuil qui était très confortable. Donc d'abord, d'un point de vue rivalité avec Cristiano Ronaldo et puis même pour sa carrière personnelle, c'est un très bon point, on se réjouit tous du fait de voir Lionel Messi évoluer avec un nouveau maillot, comment ça va se passer, comment il va s'acclimater à l'environnement et tactiquement. Et je pense que la première conséquence de tout ça, c'est qu'on va avoir droit à un Lionel Messi peut-être un peu plus investi que celui qui était au FC Barcelone. Alors évidemment, au FC Barcelone, il a toujours tout donné, mais ce que je veux dire par là, c'est que le projet n'avançait plus vraiment, était un peu à reculons, était géré n'importe comment, il y avait le conflit avec Bartomeu et tout ça, qui pouvait jouer sur sa motivation. Là, il va prendre un grand bol d'air frais au niveau de sa tête, au niveau de sa motivation, il va trouver un groupe qui vit comme une famille, un projet qui est très solide et qui est en train de trouver un peu en stabilité quand même, que ce soit au niveau des performances, d'abord parce que le PSG reste sur 2 campagnes en Ligue des Champions qui sont plus qu'abouties, finale et demi-finale, avec pas mal d'accomplissements comme l'élimination du FC Barcelone ou du Bayern Munich bien évidemment, mais voilà, je pense que Lionel Messi va falloir s'attendre à voir pas le même Messi que celui qu'on voyait cette saison par exemple au FC Barcelone, dans la mesure où il sera certainement un peu plus motivé, un petit peu plus investi sur le terrain bien évidemment. Alors maintenant se pose la question des places, parce que tu ne peux pas te permettre de mettre ni Mbappé, ni Neymar, ni Lionel Messi sur le banc, et pour moi le premier enjeu tactique là-dessus, c'est d'attribuer à un des trois un véritable rôle d'ailier. Parce que Neymar et Messi sont tous les deux attirés vers l'axe, parce que le PSG a un souci avec la largeur pour étirer les blocs adverses bien évidemment, je pense que la première clé pour avoir de la cohérence tactique entre ces 3 joueurs, c'est d'attribuer un véritable rôle d'ailier à un des 3. Alors,
Mbappé, peut-être, le faire revenir à son registre qu'il caractérisait lors de la Coupe du Monde 2018, quoique sa morphologie a évolué et fait de lui un tout autre joueur aujourd'hui. Est-ce qu'il est capable de redevenir le Mbappé qu'il était? Pareil, c'est la même question pour Neymar, qu'on peut envisager. Évidemment, c'est son pote Lionel Messi avec qui il a formé la MSN au FC Barcelone, donc la piste privilégiée reste quand même de faire retrouver à Neymar le registre qu'il avait déjà lorsqu'il évoluait aux côtés de Lionel Messi, c'est-à-dire ailier gauche, bien évidemment. Au niveau des places, numériquement, je ne l'ai pas précisé, mais bien sûr qu'on parle pour les grosses échéances, là où il y aura de l'adversité, où il faudra répondre en termes d'intensité, de densité au milieu de terrain, en termes de pressing contre pressing, à la perte de balle bien évidemment, et puis de l'équilibre structurel dans cette équipe, parce qu'en Ligue 1, c'est intéressant, ça va sûrement être palpitant de voir le PSG affronter des équipes du milieu de tableau, coller des valises avec le 4-2-3-1 de Pochettino, Messi en 10, Di Maria à droite, Neymar à gauche et Mbappé en pointe. En Ligue des Champions, on sait tous que c'est pas viable du tout, Neymar et Di Maria ont beau faire tous les efforts du monde, ça va être très compliqué à envisager. Analyser le PSG qui jouera la Ligue 1 et qui écrasera sûrement la Ligue 1 cette saison, pour moi c'est pas intéressant. C'est pour ça que dans cette vidéo, je parle vraiment pour la Ligue des Champions, pour les très grosses échéances, donc ces 3 places, puisqu'au milieu de terrain, il faut bien sûr avoir l'intensité et la densité nécessaire, donc le choix d'Eclipse et Di Maria est assez fort, mais bien sûr on le nuance d'abord parce que le PSG est connu pour un très grand nombre de blessures dans sa saison. Bien sûr que le trio Messi, Mbappé, Neymar est sur le papier très intéressant, pourquoi pas le plus beau trio de toute l'histoire du foot, mais avant de le voir, on sait tous que, encore plus avec le PSG, il va falloir attendre un peu, et je pense que ce sera un phénomène qui se produira assez rarement, soyons réalistes et objectifs bien évidemment. Alors maintenant on va conclure avec l'animation, comment créer une bonne alchimie entre Lionel Messi, Mbappé et Neymar. Tout ça en prenant en compte le reste de l'équipe. Il faut que ça suive derrière. Alors si on veut parler des carences défensives du PSG, pour moi le premier problème c'est lorsque tu te retrouves en contre-attaque. La majorité des buts que le PSG a pris la saison dernière en Ligue 1, les équipes qui sont venues prendre des points ou tout simplement gagner le PSG, c'était vraiment en contre-attaque. La rapidité, la verticalité à la récupération de balles, c'est ce qui caractérise aussi le fait que le PSG fasse moins peur. Voilà, quand on perd le ballon, on ne fait plus peur parce qu'on peine au niveau de la couverture, au niveau de la gestion de la profondeur. Je pense que c'est le premier défaut défensivement du PSG. Bien sûr, ici, le système à 3 pourrait être une solution parce que tu as 3 centraux numériquement. Ça t'apporte du nombre et de la densité, surtout parce que ça arrange Bernat et Hakimi qui sont des pistons avant d'être des latéraux. Mais ma position n'a pas bougé depuis le début du mois de juillet. Je vois pas Pochettino mettre en place un système à 3 défenseurs au PSG cette saison. Donc déjà, pour répondre à la question globale, personnellement, je pars sur un système à 4 avec une charnière centrale. Pourquoi pas un milieu de terrain qui vient s'intercaler entre les deux centraux. Alors on peut penser à Danilo Pereira dans la rotation, il le fait pas mal. À Leandro Paredes aussi, qui a un très bon jeu long, qui est une excellente rampe de lancement, mais qui lorsqu'il est dans les 30 derniers mètres, peine à avoir de l'influence. On sait tous que Lionel Messi lui-même l'a dit, il a évolué aujourd'hui, il est plus dans la création que la finition, il préfère faire le lien entre le milieu et l'attaque, voilà, il est un peu moins dans la boîte on va dire, donc voir Leandro Paredes un petit peu plus bas pour offrir un peu plus d'espace à Lionel Messi entre les lignes, je pense que c'est tout à fait viable. Voilà, on a aussi l'entente entre Lionel Messi et Verratti, on rappelle que lorsque Verratti était associé au FC Barcelone, Messi était derrière. Il adore Marco Verratti, donc c'est une entente qui va être à prendre en compte, même s'ils jouent pas forcément dans les mêmes zones. Voilà, c'est comme imaginer Messi et Neymar à l'opposé sur le terrain. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas réussir à se trouver, créer des liens et de la complicité entre eux, donc le lien entre Paredes et Messi est à prendre en compte. Avec Verratti pareil, et puis la relation qu'il entretient avec Neymar, le flou règne un peu sur la relation avec Kylian Mbappé. Alors ce sont deux génies bien évidemment, aucun souci sur la complicité qui va les lier dans le futur, la saison prochaine déjà, au PSG. Par contre, la question que je me pose, c'est par quels moyens ? Comment ils vont réussir à se trouver ? Par quel mouvement, par quel geste ils vont réussir à échanger entre eux avec le ballon ? Ça, je vous avouerai que j'ai du mal à me projeter, j'arrive pas trop à me projeter. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre à cette question dans l'espace commentaire. Perso, je me réfère à la déclaration de Messi au printemps dans laquelle il disait qu'il pense moins lorsqu'il rentre sur le terrain aujourd'hui à marquer. Voilà, il est beaucoup moins focus sur les buts, il est vraiment plus sur la création, il a envie d'apporter à la création, distribuer. Donc là voilà, on peut créer une relation entre Mbappé et Lionel Messi de ce point de vue-là. Et maintenant, alors, pour le milieu de terrain, comme je disais, 3 places.
Aujourd'hui, c'est trop tôt pour choisir des noms. D'abord parce que l'état de forme des joueurs est assez inconnu. Wijnaldum, par exemple, on ne sait pas s'il va avoir sa place ou pas. C'était très très flou. Sa prestation contre 3 hier, elle me laisse penser qu'il va falloir beaucoup de temps avant de cerner et juger Wijnaldum. Parce qu'avec Pochettino, il va falloir ajuster 2-3 trucs tactiquement. Il n'a pas fait ses choix. Je pense que c'est idiot de faire des choix aujourd'hui. Par contre, devant, entre Neymar, Mbappé et Messi, je pense qu'on peut déjà parler. C'est pour ça que je fais cette vidéo et c'est pour ça que j'ai fait le choix d'aligner Messi sur le côté droit, parce que c'est un joueur à qui on va laisser pas mal de liberté. Ça va être le dépositaire du jeu parisien, qui va revenir vers l'axe bien évidemment. Ça va d'abord, première chose à prendre en compte, il est là que depuis 2 mois, mais t'as l'impression qu'il joue au PSG depuis 10 ans. Je fais référence à Achraf Hakimi, qui a même marqué pour sa première en Ligue 1. Il est exceptionnel. Donc Messi qui revient dans l'axe pour offrir, on va dire, de la largeur au bloc parisien par le boulevard qu'il laisserait à Achraf Hakimi. Ça, c'est un premier bon point, un premier bon mouvement, un premier automatisme qui serait très intéressant pour le PSG déjà en Ligue 1. Parce qu'on sait tous qu'en Ligue des Champions, Hakimi, sa première mission, ce sera de bien défendre et de ne pas se faire prendre en contre à la perte de balle, bien évidemment. Donc voilà, Messi sur le côté droit, ailier droit, avec la possibilité, bien sûr, de revenir dans l'axe. Du côté gauche, c'est là le point névralgique de l'animation qui, pour moi, est la plus viable pour le PSG, c'est faire revenir Neymar à ce registre d'ailier qu'il caractérisait au FC Barcelone. Voilà, c'est-à-dire que tu dis à Neymar, il faut que tu sois fit. Il faut que tu travailles, il faut que tu retrouves ta vivacité, ton explosivité qui te caractérisait jusqu'à début 2018. C'est vrai que depuis sa série de blessures au pied et tout ça, Neymar il a perdu en vivacité, c'est plus le même Neymar. Il a revu son jeu, il a évolué. Là on pourrait faire rétro-pédalage avec Neymar dans la mesure où il faudrait qu'il prenne beaucoup plus l'aile, qu'il soit beaucoup plus sur sa largeur. Évidemment derrière lui on va avoir soit Abdou Diallo qui est un défenseur avant d'être un latéral offensif, ou alors Juan Bernat quand il reviendra, qui sera timoré, bien évidemment, parce que de retour de blessure, pas forcément à l'aise. Donc voilà, Neymar en tant qu'ailier. Et puis au poste de numéro 9, Kylian Mbappé, parce que Mauricio Pochettino a réussi à le réinventer dans ce registre. Il est plutôt bon, alors bien sûr, ça dépend aussi de l'équipe adverse. C'est vrai que lorsque le bloc est resserré, lorsqu'il y a beaucoup de monde dans l'axe, c'est difficile de trouver Mbappé et c'est aussi difficile pour lui de se montrer à son avantage. Mais dans tous les cas, ce poste de numéro 9, avec ses qualités à la finition, aussi n'oublions pas son incroyable progression dans ce domaine-là, dans la surface maintenant, son réalisme, son sang-froid qui est absolument glacial, et puis les capacités de connexion bien sûr. Alors le seul point sur lequel il pourrait évidemment progresser, c'est d'abord sur l'investissement, parce que le PSG a besoin d'un neuf qui décroche un peu, qui va essayer de se connecter avec ses milieux de terrain sans être un faux numéro 9, parce qu'on peut aussi envisager Neymar ou Lionel Messi en faux numéro 9, mais perso je pense pas que ce soit la solution au PSG d'avoir un faux numéro 9, il faut vraiment de la présence le plus haut possible sur le terrain. On pourrait aussi imaginer Mbappé retourner sur le côté droit, mais à choisir entre faire un rétro-pédalage au niveau du registre avec Neymar ou Kylian Mbappé, je préfère le faire avec Neymar, parce qu'Mbappé a vraiment évolué. Mbappé, c'est une question de morphologie, il était très très jeune, il était dans les années charnières, on va dire, de sa vie d'homme, il a progressé et c'est impossible de le faire revenir au Kylian Mbappé qu'il était à l'AS Monaco, alors que Neymar, on sait tous qu'il s'agit de travailler un petit peu plus le foncier à l'entraînement, la vitesse, l'explosivité, travailler beaucoup plus le physique que les capacités intellectuelles, la vision de jeu et tout ça. Donc voilà pour la petite animation que je voulais faire part dans cette vidéo. Mbappé en 9, Messi à droite et Neymar à gauche, c'est ce qui me paraît le plus viable pour le PSG aujourd'hui lors des grosses échéances, avec bien sûr derrière un milieu de terrain à construire. Le chantier est ouvert, pour moi c'est impossible de parler aujourd'hui, c'est idiot de donner un 11 total du PSG et un milieu de terrain. Parce que voilà, Pochettino n'a pas fait ses choix, on peut pas se projeter au niveau de la forme des joueurs et au niveau des complicités à créer. Donc voilà, cette vidéo est assez longue, je vais l'écourter et l'arrêter surtout. J'espère qu'elle vous aura plu, c'est un petit format podcast. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne semaine. On va se retrouver très prochainement pour reparler de Lionel Messi, le dossier absolument incroyable du PSG et de l'actualité football en ce moment. Allez, très bonne soirée à tous. Allez Paris, vive Lionel Messi, vive Neymar, vive Kylian Mbappé. Merci QSI aussi, voilà, qui est la plus belle chose qui est arrivée évidemment dans l'histoire du PSG. Merci à Nasser, Leonardo, Jean-Claude Blanc, le travail exceptionnel pour mener à bien ce dossier. Ciao.